Alors cette Ligue 1 justement nous pose des soucis cette année, hein, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que cette saison sera vraiment exceptionnelle parce qu'elle est loin d'être facile. On n'a jamais été capable de battre les premiers et force est de constater que la défaite hier face à Monaco au Parc laisse une trace dans cette semaine particulière, hein, qui aurait dû se terminer d'une meilleure manière. On bat le Barça, on se fait battre par les Monégasques. On a vu hier Mauricio Pochettino prendre une leçon tactique de la part de Kovac, l'entraîneur de l'ASM. On a vu aussi un Kylian Mbappé bien esselé. D'abord parce qu'il n'était pas servi, ensuite parce qu'il était très entouré. Il a été fréquemment encadré, littéralement par trois défenseurs. Et donc, face aux merveilles du début de semaine, on a vu la fin de semaine être nettement moins attractive. Alors ça pose beaucoup de questions. La première, c'est est-ce que le PSG sera champion cette année ? Mais surtout, crainte qui n'existait pas depuis l'arrivée de QSI au PSG. Est-ce qu'on sera en Ligue des Champions ? Car la crainte existe. Elle se fait jour parmi les supporters et au sein même du club. On commence à se poser des questions. Alors ce que ça met en avant, c'est d'abord qu'on a un banc qui est faible, friable. Sans Verratti, j'ai envie de dire point de salut. On voit aussi que les joueurs qui sortent du banc sont moins talentueux, moins créatifs, moins créateurs que leurs devanciers, notamment barcelonais. Et puis un être vous manque et tout est dépeuplé. Neymar dans les tribunes, ça fait quand même moins d'effet que Neymar sur la pelouse. Et on l'a bien vu, hein, dans les moments où il faut un exploit individuel, le génial brésilien nous a manqué. Pointant du doigt finalement une des carences qu'on n'avait pas constatées contre le FC Barcelone, c'est qu'il vaut mieux avoir ces deux superstars sur le terrain qu'une seule. En attendant, on croit toujours en notre équipe, on croit toujours en Mauricio Pochettino, et puis on espère des lendemains meilleurs, à commencer par les prochains matchs, contre Dijon, Brest, etc. Il ne faut plus perdre de points en route, on n'a plus le droit à l'erreur, on a déjà 6 défaites, c'est une première depuis QSI. Donc maintenant, ayons confiance en nous et transformons-nous en cette machine qu'on a pu voir contre Barcelone, en espérant que cette année ne soit pas une année encore plus extraordinaire. Mais on n'y pense pas. Décidément, c'est donc une semaine pleine de rebondissements. Évidemment, il y a eu mardi le match de gala contre Barcelone et puis dimanche la déception contre Monaco. Mais c'est aussi les grandes surprises au niveau des réactions de Free et de beIN Sport. Free qui souhaite renégocier son lot, un lot de 41,8 millions d'euros par an jusqu'en 2024. A priori pour des performances qui seraient moins intéressantes. C'est un peu étonnant parce que pour le coup, et la défaite de dimanche le démontre, on a un championnat qui suscite l'intérêt et l'incertitude. Dire qui sera champion aujourd'hui, c'est très difficile. Dire qui sera qualifié en Champions League également. Et donc, voilà, l'argument du directeur général de Free est pour le moins surprenant, mais on peut se mettre aussi à sa place. Si tout le monde renégocie à la baisse, pourquoi lui serait le seul à payer le prix signé au niveau de l'appel d'offres de 2018 ? En tout cas, c'était un élément qui fragilise un peu plus la Ligue et Vincent Labrune au moment de rentrer dans ces négociations-là. L'autre point, c'est effectivement beIN Sport qui rejoint Canal+ dans sa contestation au niveau du tribunal de ce lot 3. Lot 3 qui a été gagné par beIN Sport, qui est de 331 millions d'euros par an jusqu'en 2024 et qui est quelque part l'airbag de la Ligue dans cette renégociation des droits. Il est étonnant que beIN Sport change de position, parce que beIN Sport, c'est aussi Nasser El Khelaifi, et donc le président également du PSG, et qui a un vrai intérêt à ce que les droits ne baissent pas. Voilà, donc on est dans une situation de négociation, de partie de poker très dangereuse pour le football français, étonnante de la part de beIN, mais peut-être qu'on est aussi dans un pouvoir de négociation ou d'influence de Canal+, qui est par ailleurs le distributeur de beIN Sport. Et effectivement, ce que tu poses comme question, c'est pourquoi cette modification de format et les conséquences. Pourquoi la modification du format ? On sait qu'il y a des discussions qui ont été engagées il y a déjà maintenant plusieurs années entre les clubs regroupés au sein de l'ICA, donc l'Association européenne des clubs,
donc l'UEFA pour réformer le format de la Ligue des Champions, avec cette pression mise par une partie des clubs de l'ICA et en particulier les clubs les plus huppés sur le fait de l'éventuelle création de la Super League avec des fuites plus ou moins savamment orchestrées qui ont pu être organisées, mais aussi avec une réaction ces dernières semaines des confédérations, FIFA et les différentes confédérations mondiales, sur le fait qu'ils étaient contre ce nouveau format. Et donc, c'est un petit peu l'aboutissement de toutes ces négociations et de toutes ces discussions qui font qu'on arrive à cette réforme présentée dans l'équipe, tu l'as dit, dans le journal d'aujourd'hui et sur le site internet hier, qui est une rupture finalement sur le format de la compétition. Pourquoi cette réforme ? Parce que c'est une façon pour l'UEFA, en tout cas c'est un pari, d'augmenter le nombre de matchs, de créer un nouveau format de compétition et donc d'espérer pouvoir le vendre mieux et maximiser les revenus qui seront ensuite reversés aux clubs et en particulier aux grands clubs dont la participation sera très importante puisqu'ils auront du mal à ne pas se qualifier pour ce nouveau format. Donc c'est un petit peu ça qui fait que l'UEFA aboutit à ce format-là. Ça n'est pas nouveau. Toutes les modifications de format de la Ligue des Champions se sont souvent faites dans le cadre de discussions et de négociations justement entre l'ensemble des parties prenantes. Et c'est une nouvelle fois le cas. Maintenant, les conséquences, juste pour repréciser, donc les conséquences de ce nouveau format d'une Ligue des Champions à 36 clubs, donc 4 clubs qui participent en plus par rapport au format actuel, mais qui ne comprend finalement que 10 rencontres par club dans le cadre d'un grand championnat qui est un championnat qui n'en est pas vraiment un, puisque toutes les équipes ne s'affrontent pas. Ça va évidemment avoir des conséquences sur les calendriers internationaux et les calendriers domestiques. D'une part, en faisant jouer aujourd'hui autant de matchs, puisqu'on va être sur un nombre de plus de 100 matchs supplémentaires par rapport à la Ligue des Champions, on sait que ça va créer des embouteillages dans le calendrier européen. Donc, il va falloir disposer de nouvelles dates. C'est pour ça que la formule va s'étendre jusqu'en janvier et que des rencontres de la Ligue des Champions se dérouleront également le jeudi, qui est d'habitude une case qui n'est pas utilisée. Et donc, la conséquence de tout ça, outre le fait d'alourdir les calendriers, c'est que ça peut créer de la concurrence avec les ligues domestiques. On sait que les calendriers, c'est très lourd à organiser, notamment quand vous avez les championnats nationaux, les coupes nationales, les éventuelles coupes de la Ligue, même si nous n'en avons plus, et les compétitions européennes, en plus des dates FIFA, en plus des compétitions de l'intersaison, etc. Et ben, ça fait beaucoup. Et donc, il est probable que tout cela contribue à accélérer finalement les discussions qu'on risque d'avoir et qui, de toute façon, avaient été mises sur la table aussi par Vincent Labrune dans une interview au JDD là, à l'automne dernier, sur la réduction du nombre d'équipes dans les élites, et en particulier, en ce qui nous concerne, la réduction du nombre d'équipes en Ligue 1. Donc, est-ce que ça va accélérer le fait que nous passions à 18 voire à 16 clubs? En tout cas, c'était évident que c'est un élément qui va jouer, puisqu'il faut aussi que les joueurs puissent se reposer, puisque la qualité également des compétitions dépend aussi du niveau des joueurs, et que des joueurs reposés, ce sont des joueurs qui seront certainement plus performants. Si, tu as raison, on est sur une rupture au niveau du format, avec une NBAisation, en tout cas une américanisation de l'approche, puisqu'on a un format de type championnat, alors avec tous les guillemets qui vont bien, puisque dans ce championnat à 36 équipes, vous n'affrontez finalement que 9 autres ou 10 autres équipes, pardon. Donc c'est clair que ce n'est pas un championnat comme nous on a l'habitude de le concevoir. Je pense qu'il faut être ouvert aujourd'hui à des évolutions de format. Mais c'est vrai que c'est une vraie rupture, qu'il va falloir voir si le fan de foot s'y retrouve lui-même dans cette nouvelle organisation et s'il a envie de la consommer. Et puis, tu as raison également, voir quelles seront les conséquences sur les acteurs du football eux-mêmes et sur les clubs. C'est évident qu'avec un nombre de matchs augmenté pour les clubs qui joueront la Ligue des Champions, si on reste à périmètre constant au niveau des ligues domestiques, il va falloir des effectifs plus conséquents, parce que plus de matchs, ça veut dire plus de fatigue, plus de blessures et donc plus de besoins. C'est vrai que c'est des choses qu'on a pu voir par exemple sur l'Euroleague, avec l'Euroleague de basket, avec des clubs qui ont eu tendance à augmenter de façon très significative leurs effectifs, en vue de jouer quasiment avec un effectif sur la JP Elite et avec un autre effectif sur l'Euroleague. Donc il n'est pas impossible que les clubs qui vont participer à ce championnat-là, et notamment les 3 clubs français qui seront qualifiés, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, est plutôt une bonne chose, si on réfléchit de façon, on va dire, très terre-à-terre. Avoir 3 clubs automatiquement qualifiés et éventuellement un 4e est une très bonne chose pour le football français.
Mais ce qui veut dire que ces 3 clubs ou 4 clubs-là risquent d'avoir la tentation d'augmenter leurs effectifs. Attention toutefois, pour augmenter leurs effectifs, il faudra qu'il y ait une augmentation relativement importante de revenus, sous peine d'avoir des déséquilibres économiques qui continuent de perdurer et d'avoir finalement des clubs qui continuent à perdre de l'argent. C'est également un des travers de l'Euroleague. Très peu de clubs gagnent de l'argent et beaucoup de clubs de l'Euroleague de basket sont extrêmement déficitaires. Donc, tout ça pour dire que créer une ligue fermée ne suffit pas à elle seule à garantir la rentabilité des équipes participantes. Alors, le fair play financier a déjà été adapté et allégé pour les 2 exercices, donc 2019-2020 et 2020-2021, justement pour tenir compte de ce contexte très dégradé qui fait que les clubs, dans leur grande majorité, vont enregistrer des pertes très conséquentes. Et donc là, le respect des dispositions du fair play financier devient quasiment impossible. C'est-à-dire ce respect des 30 millions d'euros de déficit qui doivent au maximum être couverts par l'actionnaire, c'est extrêmement compliqué sur 3 exercices. Donc c'est vrai que ça a déjà été adapté. Très probablement, du fait que la crise continue à durer, que les clubs sont encore empêchés dans leur possibilité de pouvoir accueillir des spectateurs, qu'il doit y avoir des discussions en ce moment même, dont on n'est pas forcément tenu au courant, entre les parties prenantes, UEFA, représentants des clubs et ligues professionnelles, etc., pour aménager au moins temporairement le fair play financier. C'est évident qu'on ne peut pas imaginer un seul instant que le fair play financier soit maintenu dans sa forme classique, alors même que les effets de la crise sont encore là, qu'on subit encore la crise et que les clubs n'ont pas la capacité à pouvoir respecter ces dispositions. Donc, il va falloir voir quelle forme cela prend. Pendant combien de temps, justement, il y a un allègement est prévu, notamment, est-ce qu'il ne va pas falloir imaginer, puisqu'on sait que 2019-2020 et 2020-2021 ont été des exercices dégradés, probablement 2021-2022 pourrait l'être également, finalement que ces 3 années-là, puisque Fair Play financier analyse 3 années, eh bien, soient considérées de façon un peu particulière par l'UEFA, justement pour tenir compte de cette dégradation du contexte. C'est peut-être une solution, ou alors il y aura un aménagement temporaire et un retour progressif, quitte à réintroduire un déficit toléré supérieur, comme cela avait été mis en place au moment justement de l'implémentation du fair play financier. C'est peut-être ça qui sera choisi, ou alors ce sera un mix des. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des aménagements à ce niveau-là, parce que sinon ça amènerait l'UEFA et en particulier l'instance chargée de contrôler et de sanctionner les clubs à prendre des sanctions beaucoup trop importantes contre un nombre énorme de clubs. Pardon. Mais tu n'imagines pas, toi, une disparition de cet encadrement? Non, je ne pense pas. Encore une fois, un peu comme pour la taxe Buffet, je pense pas que ce soit un débat qu'il faille rouvrir non plus. Au contraire, je pense qu'il faut ouvrir le débat de la régulation du football professionnel. Le fair play financier est un outil de régulation et donc il n'est pas forcément aujourd'hui nécessaire de le supprimer pour repartir sur un autre chose. Il est plutôt nécessaire de l'adapter, de le mettre entre parenthèses, de faire en sorte finalement d'avoir un dispositif qui tienne compte du contexte et qui ne soit pas juste une application brute et épaisse finalement d'une règle. Et l'UEFA a toujours su d'ailleurs adapter ce dispositif au contexte. Elle l'a aussi fait évoluer, elle a ouvert la possibilité des accords de règlement, etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été adaptées. Et moi je suis plutôt dans l'optique de dire adaptons-le, ce dispositif-là, plutôt que de le supprimer, parce qu'on sait que si on le supprime, très probablement qu'il deviendra très compliqué de le réimplémenter. Voilà. Mais en tout cas, adaptons-le, et en parallèle, entre l'ensemble des parties prenantes du football européen et du football français, réouvrons ce débat nécessaire et vital de la régulation qui doit être important et qui doit être vraiment au cœur de nos préoccupations pour les mois à venir.